Bonjour et bienvenue au balado de la ville d'Ottawa, Ottavoix, où nous parlons avec le personnel au sujet des programmes, des projets et des initiatives de la ville. Aujourd'hui, nous parlons avec Santé publique d'Ottawa à propos des méthodes pour pouvoir fêter d'une façon plus sécuritaire. Ce sont des conseils à votre intention que vous pourrez apporter à votre prochain rendez-vous lorsque le soleil tombe. Venez avec moi pour apprendre comment fêter Smart, Ottawa. Notre chanson thème aujourd'hui, c'est Can't Get Enough par The Lionels. Nous commençons et terminons chaque balado avec un artiste local figurant sur une liste de lecture tempo de la ville sur SoundCloud. Vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode que vous pourrez en entendre un peu plus de musique à la fin de notre balado. C'est une autre raison de plus pour rester jusqu'au bout. Bonjour, et je m'appelle Zoe Argyropoulos-Hunter et je travaille comme agente de développement économique pour le bureau de la vie nocturne et aussi pour le portefeuille de 200e d'Ottawa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter Liz Bélanger et Megan Francoeur, les deux qui travaillent comme des infirmières autorisées. Liz a également l'expérience avec des substances et aussi de santé mentale et elle travaille pour les différents portefeuilles, y compris les initiatives postsecondaires, les modules d'information en ligne, les jeux de hasard et soutient l'initiative Fêter plus sûrement. En dehors de son travail, elle s'abandonne aux activités sportives, aux jeux sur scène et au bénévolat. Et aussi à sa collègue Megan, est aussi une infirmière autorisée, qui est aussi un membre de l'équipe de dépendance et santé liée à l'utilisation des substances de santé publique Ottawa. Elle a l'expérience au travail dans les domaines de la santé sexuelle et de la réduction des méfaits. Elle dirige une initiative Fêter plus sûrement et elle co-dirige la communauté de pratique postsecondaire d'Ottawa. Et quand elle n'est pas à un campus ou un événement communautaire, Megan est une musicienne locale qui se produit sur la scène et qui nourrit sa passion pour le travail avec les jeunes et les jeunes adultes. Alors Liz, pour commencer, juste pour apprendre un peu plus à propos de toi, tu as un petit boulot dans le théâtre hors de ton travail à la ville. Comme travailleuse de la vie nocturne moi-même, ça m'intéresse, donc parlez-moi de cette passion. Oui, c'est ça. C'est un passe-temps que je fais parfois, participer à des troupes de théâtre. Et j'aime beaucoup ça. J'ai développé beaucoup de compétences à travers les années et ça m'aide aussi parce que dans le contexte de notre emploi avec moi et Megan, on interagit beaucoup avec les jeunes dans des festivals, des projets communautaires, des formations. Et donc, c'est très utile dans ce contexte-là. Et aussi, c'est utile dans le cas des discours publics aussi. Ah, OK. Ouais. On parlait plus des jeunes tantôt, mais merci et c'est génial. C'est évident que tu as beaucoup d'expérience avec le théâtre jusqu'en discutant avec moi. Et Megan, comme j'ai déjà mentionné, toi es musicienne, donc parlez-moi de votre expérience de accueillir une carrière comme musicienne hors de votre travail à la ville d'Ottawa. Oui, pour moi, être musicienne locale m'a permis d'enrichir mon travail au sein de santé publique et, comme Liz a mentionné, avec les équipes des festivals et les événements spéciaux. C'est vraiment les deux passions qui se rejoignent. Et c'est formidable d'être lié au milieu où nous accompagnons dans le cadre de notre travail. Super, merci les deux. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est fêter plus smart ou une façon plus sécuritaire. En quoi consiste cette initiative Fêter plus sûrement de votre département? Parlez-moi de ça. Vous connaissez ces moments, soit une fête, un événement, même une soirée entre amis, où des fois les décisions sont prises d'une façon plus rapide et les plans sont peut-être imprévisibles. Fêter plus sûrement, c'est pour ces moments-là, ça vise à aider les gens à prendre des décisions éclairées pour protéger tout le monde dans ces moments avant, pendant ou après une soirée entre amis, les fêtes, les événements. Fêterplusssûrement.ca est une trousse d'outils numériques qui a plein de ressources comme des formulaires en ligne gratuites, des ressources à imprimer et des conseils sur des sujets comme l'utilisation de substances, les substances couramment utilisées comme l'alcool, le cannabis, les opioïdes, les stimulantes. Aussi sur la prévention de surdose et l'analoxone, comment l'utiliser, comment se procurer l'analoxone.
la santé mentale, les ressources pour la santé mentale, la prévention de violences et l'intervention des témoins, ainsi que des ressources pour la sexualité à risque réduit et du bien-être. Exact. Donc, comme on sait, l'alcool et les drogues, c'est souvent des substances qui peuvent être présentes dans le cadre de différentes festivités, pour les célébrations et les fêtes. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est de s'assurer que on a une réduction des risques potentiels et aussi que les gens soient dans des environnements où est-ce qu'il y a le moins de jugement possible et il n'y a pas de honte. Donc, on fait pas honte à nos confrères. Et on sait bien que les gens ont tous des expériences et ont fait des choix différents quand ça vient à l'utilisation des substances comme les drogues et l'alcool. Et l'essentiel pour nous, et ce qu'on promue vraiment, c'est que les gens aient accès à de l'information qui est fiable pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes. Et donc, avec Fêter plus sûrement, on déploie une série de projets et d'initiatives qui sont axés sur la prévention des méfaits liés à l'utilisation des substances. Et on fait ça souvent à travers des formations ou des ateliers qui sont soit virtuels ou en personne. Puis on va en parler un peu plus tard, là, quand on fait beaucoup d'activités comme des festivals, des activités communautaires avec les jeunes pour les rejoindre. Et c'est ça. Donc, on offre beaucoup de formations et d'outils aussi pour nos partenaires qui offrent d'autres services de santé publique. Et donc, dans le fond, Fêter plus sûrement, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les gens qui utilisent les substances. Donc, c'est pour les amis, les familles, les bénévoles, les organisateurs d'événements. Donc, on veut vraiment sortir ce message que c'est pour la communauté dans son ensemble. OK, merci les deux. Et vous avez déjà parlé au sujet des jeunes et je sais que les jeunes sont un des groupes les plus cibles à accueillir les messages de cette initiative. Donc, je veux mieux comprendre comment la ville les engage et pourquoi est-ce que la sensibilisation des jeunes est importante. Oui, les jeunes et les jeunes adultes sont à un stade où ils découvrent souvent des nouvelles expériences et gagnent de l'indépendance. Nous savons que le cerveau continue à se développer jusqu'à la mi-vingtaine. Alors, surtout dans ces parties liées à la prise de décision, au contrôle des impulsions et à l'évaluation des risques. Les jeunes peuvent également subir beaucoup de pression sociale liée à l'utilisation de substances, aux fêtes et à l'intégration dans leur groupe ou leur entourage. C'est juste quelques exemples pourquoi c'est si important de communiquer ce type de message pour fêter plus sûrement avec les jeunes et les jeunes adultes. Et nous avons tous un rôle à communiquer ces messages. Alors, quelques conseils pour parler de l'utilisation de substances avec les jeunes, c'est de écouter sans jugement, d'être ouvert, de faire le point sur vous-même et dites ce que vous remarquez, comme j'ai dit, sans jugement, d'une façon gentille et d'être ouvert à en parler davantage. Donc, comme Megan l'a dit tantôt, on fait beaucoup pour rejoindre les jeunes et on fait beaucoup pour travailler avec nos partenaires pour vraiment sortir les messages que Fêter sûrement prône des approches sécuritaires. Donc, dans le fond, d'une part, on travaille beaucoup avec les équipes dans les écoles où est-ce qu'on donne des ressources et beaucoup de matériel éducatif qu'on peut tous trouver sur la plateforme santé scolaire en ligne. Et on est également souvent présent sur les campus des universités et des collèges pour répondre aux questions des étudiants, pour donner de la formation et de la sensibilisation à la fois à la communauté étudiante, mais aussi au personnel académique. Puis on rejoint aussi les jeunes grâce à des activités de sensibilisation en allant dans leur milieu. Donc, on participe à des fêtes de quartier, à des festivals, à des organisations communautaires. Et comme Megan a mentionné tantôt, on participe aussi à une communauté de pratique où est-ce qu'on va partager des ressources et on va partager aussi de l'information pour s'assurer que le bien-être de nos étudiants est pris en charge, dans le fond, par la communauté. Et finalement, aussi, beaucoup de nos messages auprès des jeunes circulent sur les médias sociaux parce qu'on reconnaît que c'est un canal à travers lequel on peut interagir avec eux puis on peut répondre à leurs questions. Et c'est aussi un canal où est-ce qu'il y a beaucoup de conversations, beaucoup de pressions. Il y a l'utilisation des substances est présente. Donc, c'est vraiment important de pas échapper la balle dans ce contexte-là. Et puis, finalement, on souhaite aussi communiquer le fait qu'on reconnaît que Fêter plus sûrement, ça c'est vraiment les jeunes et les jeunes adultes. Mais encore une fois, c'est une initiative qui englobe toute la communauté parce que si on peut tous prendre soin
toutes les tranches d'âge, on est mieux. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment important que les jeunes apprennent ça d'un âge plus jeune pour pouvoir partager cette information tout le long de leur vie. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'ils bénéficient de votre sensibilisation. Ben, merci pour ça. C'est évident que je pense que les jeunes bénéficieraient de recevoir ces messages d'un âge assez impressionnant pour pouvoir accueillir cette information tout le long de leur vie. Et en diffusant des messages de votre département avec les jeunes ou n'importe qui, qu'est-ce que vous rencontrez comme un obstacle? Je pense que c'est la stigmatisation. Ouais. La stigmatisation est l'un des principaux obstacles parce que plusieurs personnes croient que l'utilisation de substances ou les risques liés à l'alcool et les drogues ne concernent que certaines personnes ou certains groupes de personnes, mais nous savons que tout le monde y est exposé. Et à cause de ceci, le pertinence de ces messages pour eux est plus difficile à saisir. Malheureusement, la stigmatisation peut empêcher les personnes de demander de l'aide des personnels de soins de santé ou d'en parler avec leur entourage aussi. Puis un autre obstacle qu'on rencontre assez souvent, c'est cette idée que réduire les méfaits, c'est quelque chose qui est seulement présent dans le cadre de la consommation de substances, alors que dans le fond, c'est quelque chose qui s'applique à toutes nos sphères de nos vies. Par exemple, si on pense à la sécurité routière, on a plein d'astuces pour être en sécurité, comme la ceinture de sécurité, porter un casque si on fait du vélo, la trottinette, on regarde des deux côtés de la rue avant de traverser. Donc, on veut vraiment amener la population à y penser de cette même façon-là quand on parle de l'utilisation des substances. Donc, avec Fêter sûrement, c'est juste d'autres moyens où est-ce qu'on offre des conseils pour que les gens utilisent des substances avec le moins de risques possible. Et puis, dans le fond, Megan l'a mentionné un peu tantôt, on travaille beaucoup avec différents partenaires pour contrer la stigmatisation parce que c'est un des enjeux principaux. Et de notre côté, on a développé une campagne de sensibilisation qui s'appelle Temps d'en parler, la santé liée à l'utilisation des substances. Donc, on encourage tout le monde à consulter cette page web qu'on a. Il y a énormément de ressources. Vous allez aussi voir le spectre de l'utilisation des substances. Et on reconnaît que les gens consomment pour plusieurs différentes raisons, que ce soit à moindre risque, pour avoir des bénéfices ou parce que les gens ont été diagnostiqués avec un trouble médical. Mais l'important dans tout ça, c'est de réaliser que le bien-être est possible n'importe où dans ce spectre de l'utilisation des substances. Oui, c'est ça. Et pour pouvoir commencer à combattre ces défis ici sur le podcast, parlez-moi des séries de conseils de comment on peut consommer d'une façon plus sécuritaire qu'on peut trouver sur fêterplusssûrement.ca. Est-ce qu'il y en a 2 ou 3, selon toi, qui sont les plus importants que les gens devraient savoir pour être mieux préparés en confrontant ces situations, en fait? Personnellement, j'aime vraiment le conseil de commencer lentement, allez-y doucement et buvez de l'eau parce que n'importe quelle substance, ça s'applique à n'importe quelle substance. Ça peu importe la substance que quelqu'un utilise. Alors, commencer lentement permet de tester sa tolérance. La tolérance est la capacité du corps à absorber une plus grande quantité de drogue et de tolérer les effets de la substance. Et la tolérance peut changer selon différents facteurs, comme le changement de poids, le système immunitaire, si vous avez une maladie, la fatigue ou de nouveaux médicaments. Alors, c'est vraiment important de consommer une petite quantité pour tester, parce que le degré de tolérance peut être plus faible quand quelqu'un n'a pas utilisé une substance ou ça fait longtemps qu'il a utilisé. Et lorsque la tolérance est faible, aller doucement ou essayer une petite quantité peut réduire les risques comme une surdose. Et de notre côté, on aimerait aussi offrir un conseil pour ceux et celles qui n'utilisent pas de substances ou ceux qui connaissent des gens qui choisissent de ne pas utiliser de substances. Donc, on reconnaît que de dire non quand il y a de la pression sociale, ça peut être assez difficile. Donc, dans ce cadre-là, on pense que tout le monde devrait être solidaire et respecter les choix des gens qui décident de ne pas utiliser. Donc, on a quelques conseils pour ceux et celles qui désirent expliquer leur décision de ne pas consommer. Donc, premièrement, vous pouvez préparer une réponse à l'avance, vous pouvez changer de sujet de conversation. Si c'est vraiment nécessaire, vous pouvez aussi quitter les lieux. Et aussi, on vous invite aussi à utiliser d'autres substances. Donc, de nos jours, il y a plusieurs substances qui n'ont pas d'alcool. Il y a des boissons
des boissons gazeuses qui sont disponibles, il y a de l'eau. Donc, il y a beaucoup d'options pour ceux qui décident de pas consommer. Et aussi, dans ce contexte de la question de dire non, on pense que c'est une bonne opportunité de parler du consentement. Donc, on sait que dans des environnements comme les fêtes et tout, il peut y avoir des circonstances où est-ce que il y a des activités sexuelles qui peuvent avoir lieu. Donc, on pense que c'est important de rappeler aux gens que le consentement, c'est cette idée de librement et avec enthousiasme être d'accord d'avoir une relation sexuelle, et ça doit être sans pression, sans manipulation et sans menace non plus, et que tout le monde a le droit de changer d'avis, de retirer son consentement à n'importe quel moment. Et pour ceux qui veulent savoir plus sur le consentement éclairé, on vous encourage de consulter la page web du gouvernement du Canada parce qu'ils ont détaillé une belle section sur ça. Des conseils vraiment pratiques. Merci à vous deux pour pouvoir partager ça. Je veux parler plus sur le sujet de les signes d'une surdose. J'ai déjà entendu le terme en train de somnoler. Parlez-moi de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est une excellente question. En train de somnoler, ou en anglais on the nod, c'est de l'argot qui signifie être en état d'intoxication. Et c'est vraiment important de savoir les différences entre l'intoxication et une surdose d'opioïdes. Avec l'intoxication ou quand on est en train de somnoler, elle peut bouger lentement, peut-être relâcher ses muscles, avoir de la difficulté à parler et hocher la tête ou somnoler. La différence fondamentale entre l'intoxication et une surdose d'opioïdes, c'est qu'on peut réveiller une personne en un état d'intoxication en le secouant et en criant, et qu'elle respire avec régularité. Mais dans une surdose, une personne risque de ne pas être réveillée et sa respiration est ralentie, irrégulière ou peut être cessée complètement. Alors, il est important de vérifier souvent l'état d'une personne qui est intoxiquée parce que l'intoxication peut devenir rapidement une surdose. Et on n'a pas nécessairement besoin d'utiliser de l'analoxone dans un état d'intoxication, mais si tu es en doute, toujours appeler le 911. Élise, veux-tu parler un peu des signes de surdose? Oui, absolument. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que les surdoses peuvent être très différentes dépendamment de la substance qui a été consommée. Si la personne a consommé une substance qui est un stimulant comme la cocaïne ou le MDMA, les présentations des risques et symptômes vont être très différents que si elle a consommé un opioïde ou un dépresseur comme l'alcool, pardon. Donc, Megan l'a survolé un peu là, mais on va aller plus en détail au niveau des signes et symptômes d'une surdose qui aurait été causée par un opioïde. Donc, premièrement, la respiration peut être très lente, très irrégulière, où il peut y avoir une absence totale de respiration. On peut aussi entendre un gargouillement ou un ronflement assez profond. La peau de la personne va être froide, elle va être moite aussi. On peut observer de la sueur. Les pupilles vont être très, très, très petites. Et évidemment, comme Megan l'a dit, la personne va être pas consciente et ça va être très difficile d'avoir une réponse d'elle quand on va l'interpeller. Et le corps va être très mou. Les lèvres et les ongles peuvent être bleus ou gris, dépendamment du teint de la personne. Donc, évidemment, on reconnaît que certains des signes peuvent être difficiles à déceler si la personne a, par exemple, les yeux fermés, on peut pas voir les pupilles. Et si la personne porte du vernis à ongles ou elle a des faux ongles, c'est difficile de voir la couleur des ongles changer. Donc, dans ce cas-là, on encourage les gens à se référer aux autres symptômes qu'on a passés à travers. Et aussi, une étape vraiment importante, c'est de suivre les 5 étapes d'intervention en cas de surdose qui sont dans les kits de surdose qu'on va montrer tantôt. Et puis, évidemment, ces instructions-là sont bilingues en français et en anglais pour ceux qui ont besoin d'une des deux langues. Et évidemment, de toujours appeler 911 parce qu'une surdose, ça consiste en une urgence médicale. Donc, c'est une étape super importante aussi. Et d'avoir évidemment la naloxone, c'est très utile. Oui, montrez-nous vos trousses de naloxone que vous avez apportées aujourd'hui. Oui, alors à l'intérieur de chaque trousse de naloxone, vous trouverez notamment, voici, j'ai la trousse de vaporisateur nasal. Liz, ici, a la trousse injectable. Musculaire. Oui, injection pour les muscles, J'ai jamais vu un comme ça. Toujours celui-là est plus disponible, je pense. Peut-être c'est plus commun de voir le vaporisateur dans la communauté. Beaucoup de personnes disent que c'est très facile à utiliser. Mais dans ceci, il y a l'analoxone en vaporisateur. Vous avez 2 doses. Il y a aussi des gants et une masque ou une barrière pour la respiratoire. Des gants et une barrière respiratoire.
Liz a des seringues pour la naloxone injectable et Puis des on a tampons. l'ampoule dans laquelle Ok. contient le naloxone qu'il faut retirer. Ce qui est ici, d'habitude, on le voit plus en clinique, à l'hôpital aussi. Mais c'est plus facile en communauté d'avoir le vaporisateur. Et est-ce que les deux fonctionnent de la même façon? Oui, c'est le même médicament. Et comme les avait dit, il y a les 5 étapes dans chaque trousse aussi, en anglais et français. Et je voulais ajouter qu'on a encore plus de langues sur notre site web disponible aussi. C'est important de garder vos trousses à la température ambiante. Il y a aussi une date d'expiration. Ah, OK. Alors, regardez la date d'expiration. Et si la naloxone, parce qu'il peut geler ou devenir très chaud, surtout dans le coffre à gants de la voiture. Alors, si tu peux, c'est préférable de la garder dans ton sac, votre sac à main ou à un endroit accessible où elle sera à portée de main. Exact. Un autre conseil vraiment pratique. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on utilise le naloxone? Peut-être un cas où la personne n'avait pas le besoin. Est-ce que c'est dangereux pour eux? Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans leur corps? On a tous des récepteurs d'opioïdes dans nos cerveaux et la naloxone peut temporairement bloquer ces récepteurs et renverser ses effets. Mais c'est important de savoir que c'est temporaire parce que c'est toujours possible que la naloxone, après 2 heures, La personne, elle peut retomber en surdose, dans le fond. Donc, c'est pour ça que l'intervalle entre les doses, souvent, c'est 2 minutes. OK. Ou jusqu'à ce que la personne se réveille, on appelle 911 puis ils peuvent prendre la relève, dans le fond. Ouais, c'est Beaucoup peut changer en 2 minutes. Oui, en fait. c'est pas un antidote qui est permanent. C'est vraiment temporaire. Donc, Oui. Ça fonctionne vite, vraiment 2 à 5 minutes. Ouais. Comme on disait, la naloxone peut réagir à 2 à 5 minutes. Alors, c'est très vite, mais elle ne dure que 2 heures au maximum. Merci d'être là sur Ottawa, Liz et Megan. C'est génial d'être en conversation avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, et à Ottawa. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Tous les programmes et services de la Ville dont nous avons parlé seront répertoriés dans la fiche descriptive du programme, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ce balado. Vous pouvez également les rechercher sur le site web de la Ville, ottawa.ca/fr. Les notes du programme contiennent également un lien vers la chaîne YouTube de la Ville où vous trouverez l'archive de tous nos balados. Si vous avez des commentaires ou des questions sur l'un de nos balados, envoyez-nous un message à cette adresse podcast@balado@ottawa.ca. Restez à l'affût des annonces à venir concernant autres balados de la Ville d'Ottawa, durant lesquels Ottawa discutera des choses tout à fait différentes. Pour conclure l'épisode, voici un extrait supplémentaire de Can't Get Enough par The Lionels, provenant de la liste de lecture Tempo de la Ville sur SoundCloud. Soon as you find the groove, you'll know. Won't have to question anymore.